Alors la dernière fois en visio, nous avons terminé, le paragraphe grand B, par, ces notions que je vous avais donc demandé de photographier pour pouvoir les noter ensuite. Je les remets donc ici si vous n'avez pas. Et donc, ce cours, termine tout d'abord, ce grand B sur les climats et rétroactions. Vous avez ici, à la page 49 de votre livre document 6, 2 cartes qui comparent en Amérique du Sud l'âge des arbres et l'absorption de carbone. Vous voyez que sur toute cette zone, on a des arbres jeunes, voire très jeunes quand c'est en gris, et que sur cette même zone, eh bien, on a beaucoup de carbone absorbé. Dans cette même région, alors on voit les verts ici, mais également les gris qui sont à l'extrémité. Ce que vous pouvez remarquer également, et noter dans votre cours, c'est que le CO2 est absorbé par les jeunes plantes chlorophylliennes lors de leur croissance, en quantité d'autant plus abondante qu'elles sont jeunes, et donc font de la photosynthèse de manière intensive, ce qui leur permet de croître, et donc elles prélèvent beaucoup de CO2. De ce fait, on dit qu'elles jouent le rôle de puits de carbone. Vous vous souvenez, dans le cycle du carbone, on avait des réservoirs de carbone, des zones de stockage de carbone. Eh bien, ces jeunes plantes constituent des puits de carbone. Donc, cette deuxième idée importante. Et enfin, vous pouvez recopier cette phrase: la végétation pourrait, alors pas ainsi parce qu'on n'a pas noté l'ensemble de la phrase, la végétation pourrait, au moins à court terme, être à l'origine d'une rétroaction négative. On revient ici sur les boucles de la dernière fois, sur le système climatique. On avait d'ailleurs vu une boucle concernant la végétalisation d'une parcelle nue. Ça correspond à cette illustration. Vous pouvez, à la suite de cela, noter la notion à court terme: un accroissement de la végétalisation constitue un puits de CO2, vous retrouvez cette notion importante, cette idée importante dans la notion, et a donc un effet de rétroaction négative, c'est-à-dire une rétroaction stabilisatrice. On arrive maintenant au grand C qui terminera ce chapitre, l'océan et le climat, donc qui a été abordé en classe avec vos camarades, mais qui n'est pas possible avec vous étant donné le jeudi férié. Donc on a ici l'évolution de la température de l'océan entre 1901 et 2015. Eh bien, on constate que globalement, quasiment partout, les températures ont augmenté. Ce que l'on retrouve le plus souvent, c'est cette couleur orangée, là, entre 0,9 et 1,2 degrés Celsius. Donc on peut dire qu'à l'échelle de la planète, la température de l'océan a augmenté de 1 degré au XXe siècle. Vous remarquez toutefois qu'il y a une petite anomalie par rapport à l'ensemble du globe qui se situe ici, qu'on peut facilement expliquer par la fonte de la banquise, la fonte des pôles, et puis de la banquise sur le Groenland, qui libère donc de l'eau froide. Ce document nous montre que l'océan, c'est aussi un puits de carbone, tout comme l'étaient les végétaux en croissance, et notamment la partie superficielle de l'océan, puisque vous avez ici cette quantité importante d'énergie thermique stockée dans les océans. Quand on dit énergie ici mesurée en ordonnées, c'est l'énergie thermique stockée dans les océans et dans les continents, puisque nous avons ici les glaces des continents et l'atmosphère. Mais vous voyez que là, c'est vraiment minime dans les continents par rapport à toute la quantité au niveau des océans, et encore plus marqué de la partie superficielle des océans.
Cette interview nous confirme ces données avec notamment un chiffre important, intéressant, qui dit que en fait 93% de l'excédent d'énergie qui est dû à notre pollution, eh bien, va être capté par l'océan. Ouf! S'il n'y avait pas l'océan, on serait encore plus mal au niveau de l'augmentation de température. Et seulement 3% au niveau des continents et 1% par l'atmosphère. Ce qui fait au total donc 97%. L'augmentation de température que l'on vit de nos jours n'est due qu'à 3% de nos rejets. On nous dit également donc que c'est la partie superficielle qui est la plus importante. Ce stockage d'énergie thermique a de nombreuses conséquences, par exemple sur la montée des eaux. Et donc ici, on a un premier facteur qui est présenté, à savoir que l'océan se réchauffant se dilate et donc son volume augmente. Donc ça, c'est une chose importante à noter. Un océan qui se dilate voit son volume augmenter et donc provoque la montée des eaux. Par contre, point négatif ici, on nous dit que l'océan est doté d'une inertie thermique importante, c'est-à-dire qu'il ne se renouvelle pas très rapidement, même s'il y a une circulation des courants océaniques, et donc l'accumulation d'énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles. Donc ce qui veut dire que la pollution qu'on est en train de faire compenser, entre guillemets, par l'océan, eh bien, quand on va diminuer cette pollution, enfin, on peut l'espérer, l'effet ne va pas se faire sentir immédiatement parce que à cause de cette inertie thermique. Ce qui amène à la notion, l'océan a un rôle amortisseur en absorbant à sa surface principalement une fraction importante de l'apport additionnel d'énergie qui est dû à notre pollution. Ce graphique nous montre donc les modifications du niveau des océans. Vous voyez une augmentation constante au cours du XXe siècle, grosso modo, et 20 ans avant, 20 ans après. Cette évolution, il faut toujours savoir par rapport à quoi. Donc le 0 ici, qui correspond à peu près à l'an 2000, c'est la moyenne du niveau des océans entre 93 et 2008. 2000 se situant à peu près à la moitié de cette période. Donc, depuis les années 2000, le niveau de l'océan a augmenté de 50 mm, donc 5 cm, et avant cette période, il avait déjà augmenté de 200 mm, c'est-à-dire 20 cm. Alors ça paraît pas grand-chose pour nous, ça changera pas beaucoup mes vacances, sauf si je pars sur un atoll qui est en train de couler. On a beaucoup d'atolls, c'est-à-dire des îles qui sont de faible altitude, qui sont en train de se faire grignoter par cette montée des eaux. Donc cela conduit à une élévation du niveau de la mer, et j'ai mis 3 petits points de suspension parce qu'on va compléter cette notion en répondant à la question: quelle est l'origine physique de cette élévation du niveau de la mer? Alors on a déjà eu un élément de réponse dans l'interview précédente, et pour ceux qui ont pu manipuler en classe, c'est-à-dire pas vous, on a réalisé ces 2 petites expériences. Alors dans l'une, vous pouvez la réaliser à la maison. Dans l'une, vous prenez un verre, vous repérez et vous y mettez 2 ou 3 glaçons, enfin une quantité connue de glaçons. Vous repérez le volume d'eau au moment où vous le mettez, et vous repérez à nouveau, vous mesurez à nouveau le volume d'eau
après que les glaçons ont fondu et vous constatez qu'il y a le même niveau. C'est pas parce que des glaçons fondent que le niveau des océans va augmenter. Ce qui veut dire que un iceberg qui fond ne fait pas monter l'océan parce qu'il était déjà inclus dans l'océan. Par contre ici, on a le modèle banquise, c'est-à-dire de la glace sur un continent. C'est le cas pour le Groenland ou pour l'Antarctique, qui a un continent en dessous du pôle, enfin en dessous de la neige et la glace. Si à votre volume d'eau, vous ajoutez, alors nous on a utilisé une passoire, là ils utilisent une cuillère qu'ils inclinent, un petit peu plus compliqué. Et donc on a vu tout au long du TP couler des gouttes d'eau jusqu'à obtenir un volume qui a augmenté. Donc si la glace au niveau du Groenland ou au niveau du pôle sud fond, on a là une augmentation du niveau des mers. Cette deuxième expérience montre que un autre phénomène intervient, c'est la dilatation thermique de l'eau. Alors vous avez ici 3 récipients dans lesquels on a mis de l'eau qu'on a colorée en bleu pour la visualiser. On a mis un thermomètre et elles sont dans des bains-maries qui permettent de chauffer à la température souhaitée. Alors ici au milieu on a le témoin à 20 degrés, température ambiante, et le niveau de l'eau bleue, alors il faut les croire par la petite flèche parce qu'on ne le voit pas fort sur le document, atteint ce niveau ici, alors qu'à 45 degrés, le niveau est plus important, l'eau s'est dilatée. À l'inverse, à une température plus faible, l'eau s'est contractée, enfin ça se dit pas pour l'eau, elle a fait l'inverse de se dilater, et donc on la retrouve ici au niveau du tuyau. Je vous demande de noter cette relation, donc la variation de volume est égale à un coefficient de dilatation thermique multiplié par le volume initial V0 que multiplie la variation de température. Donc il y a un lien entre la différence de température et la différence de volume. C'est la dilatation thermique qui est en jeu puisque le coefficient, c'est le coefficient de dilatation thermique. Cela conduit donc, on n'avait pas complété tout à l'heure, à une élévation du niveau de la mer causée par la dilatation thermique de l'eau, chose que l'on voit ici dans cette expérience. À celle-ci s'ajoute la fusion des glaces continentales, donc pas les glaces du pôle Nord, pas de la glace d'eau, mais la glace qui est sur les continents. Donc 2 phénomènes qui expliquent ce phénomène. Alors ici un petit texte qui nous apprendra pas grand-chose de plus et qui nous aboutit à noter que cette accumulation d'énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles. C'est la phrase que l'on a notée tout à l'heure, qui était à la fin de l'interview. Ce qui termine ce chapitre et nous mènera par la suite au chapitre 6, avant-dernier chapitre du programme. Merci pour votre attention.